tous, bienvenue. Vous regardez le 30 minutes. Plus tard dans l'émission, Julia recevra Jean-Claude Cunat, vice-président du conseil départemental de la Moselle, venu présenter ses vœux pour 2021. On fera également un tour de l'actualité locale, marquage obligatoire des vélos, polémique autour des propos de Jean Castex à Colmar samedi dernier, un service de livraison pour la librairie Confluence. Voici un résumé des titres. Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé à propos des grandes régions lors de sa venue à Colmar samedi dernier. Il a dit n'avoir jamais été convaincu par ces créations. Les élus mosellans réagissent et ne comprennent pas cette remise en question qui a relancé le débat de la sortie de l'Alsace de la région Grand Est. La librairie Confluence de Sarreguemines est l'une des 3 librairies du Grand Est à bénéficier du service Proxy Courses depuis le dernier confinement. Ce service est proposé par la Poste pour faciliter la livraison des livres. Grâce à ce dispositif, les libraires n'ont plus besoin de se déplacer au bureau de poste pour envoyer leurs colis et bénéficient de tarifs de livraison préférentiels. Des formations sont organisées chaque année par les apiculteurs à Eschwiller. Dans le contexte actuel, un protocole sanitaire strict a été mis en place pour accueillir la nouvelle promotion de stagiaires. Ils ont été répartis en 2 groupes distincts par demi-journée avec une obligation de port du masque, de lavage des mains et une prise de température à l'entrée de la salle. Depuis le 1er janvier, les vélos neufs doivent obligatoirement être marqués afin d'être identifiables. Les ventes ont sensiblement augmenté en 2020 et certains clients demandaient déjà le marquage avant cette obligation. De nombreux vélos sont retrouvés sans que les propriétaires puissent les récupérer. Grâce à cette mesure, ils seront identifiés. L'auberge de Grouvelin se situe au sommet du domaine skiable de la Moselaine, à Gérardmer. Le week-end, les gérants proposent des plats à emporter aux randonneurs qui profitent de l'enneigement actuel dans les Vosges. Ils peuvent faire une pause à 1050 mètres d'altitude et consommer un plat chaud montagnard en extérieur dans la neige avant de repartir. Je n'ai jamais été convaincu par la création de ces immenses régions. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Jean Castex lors de sa visite samedi dernier à Colmar devant l'Assemblée de la nouvelle communauté européenne d'Alsace, la CEA. Cela s'apparente à un véritable tapis rouge pour les partisans d'une sortie de l'Alsace de la région Grand Est. Ces mots ont suscité beaucoup de réactions chez les élus mosellans. Je n'ai jamais été convaincu par la création de ces immenses régions, dont certaines ne répondent à aucune légitimité historique. Il a mis véritablement le feu aux poudres lors de sa visite samedi dernier à Colmar. Jean Castex a ouvert une boîte de Pandore pour les partisans d'une sortie de l'Alsace, du Grand Est. Alors de l'autre côté de la frontière, les élus mosellans montent au créneau. Le Grand Est, derrière son président, a fait preuve d'un investissement hors du commun, et voilà qu'aujourd'hui on vient nous parler de remettre en question la pertinence et les compétences de la région, et cela pour moi est inacceptable. Surtout que cela tombe comme un cheveu sur la soupe avec les crises sanitaires et économiques et à l'approche des élections. Ce qui a le don de déboussoler les rangs du département de la Moselle, ils commencent à s'interroger. Je l'ai toujours dit, je crois que la Moselle est un département qui se suffit à lui-même, qui est prêt à travailler avec l'Alsace, qui est prêt à travailler avec le Grand Est, qui est prêt à travailler avec tous les autres départements du Grand Est, puisque pour nous l'objectif était de faire région, comme disait Jean Rotner. Aujourd'hui on est en train de détricoter et peut-être de revenir à autre chose. Alors moi la question que je pose elle est simple, c'est que fait-on ? Frédéric Berry, le président de la collectivité européenne d'Alsace, lui n'a pas tergiversé en surfant ce lundi sur les propos du Premier ministre. Il a clairement appelé au démembrement de la région Grand Est. La crise sanitaire aura eu le mérite de signer le retour des commerces de proximité. Dernièrement, la Poste a lancé une opération de soutien aux librairies en proposant un service de livraison. La librairie Confluence à Sarreguemines fait partie des premiers bénéficiaires. C'est un reportage de Léo Fleurance. Elles sont 3 à bénéficier de ce nouveau service de proximité dans le Grand Est. La librairie Confluence à Sarreguemines en fait partie. Elle a adhéré au cours du dernier confinement au service Proxy Courses proposé par la Poste pour faciliter la livraison de livres.
Le proxy-cours, c'est pour des livraisons de proximité. Si je dois livrer à Beach ou à Forbach, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment 10 km autour de Sarreguemines. Donc on ne peut pas tout passer par proxy-course. Donc on est quand même encore obligé d'aller à la poste pour des envois plus longs. Mais c'est vrai que c'est vraiment pratique pour tout ce qui est sur Sarreguemines et environ. Ouais. Grâce à ce dispositif, les libraires n'ont plus besoin de se déplacer au bureau de poste pour envoyer les colis. Facile aussi pour le client, souvent plus adepte des achats en ligne. Les commandes sont passées via le site internet ou par l'adresse mail du magasin. Les clients payent donc les frais de port sur le site internet en même temps que le livre. Et ensuite, nous, on prépare le colis. On envoie un petit SMS à Proxy Course, donc qui est un service de la Poste, et ils passent les chercher le lendemain matin pour livraison. Un partenariat concluant qui a porté ses fruits durant le confinement d'automne, lorsque la librairie bénéficiait de tarifs de livraison préférentiels. C'est très très fluctuant. On a démarré ce service pendant le confinement, donc là c'était vraiment énorme. On avait entre 10 et 15 par jour. Maintenant que les magasins sont de nouveau ouverts, c'est plus calme. On va dire qu'on en a à peu près une dizaine par semaine. Une carte de plus à jouer pour les commerçants locaux, atteints autant par la crise sanitaire que par la concurrence des géants du web. Dans la perspective du grand oral du bac en juin prochain, le lycée Condorcet prépare ses élèves à s'exprimer en public. À travers des ateliers théâtre, yoga et chant, les terminales apprennent à se relaxer, à gérer leur souffle et à avoir une bonne diction. C'est signé Renaud Coquet de TV8. J'ai vu la mort se marrer et ramasser ce qui restait. Je refais. J'ai vu la mort se marrer et ramasser ce qui restait. Vous, j'ai vu la mort se marrer et ramasser ce qui restait. Le lycée Condorcet prépare ses terminales au grand oral du mois de juin et cela passe par des disciplines hors programme comme le chant qui permet de travailler des notions importantes pour bien s'exprimer devant un auditoire. Où effectivement on travaille beaucoup la posture, c'est-à-dire le corps dans l'espace et le corps mis au service de ce qu'on va effectuer, c'est-à-dire en l'occurrence pour nous le chant. Effectivement, il y a aussi la gestion du souffle, de l'air, prendre assez d'air, savoir utiliser son air, conduire son air, le projeter suffisamment pour que ce soit intelligible. La prononciation du texte, histoire que son interlocuteur comprenne le sens du texte. Et donc tout ça peut être mis effectivement à profit lors d'un passage à l'oral, ce que les terminales auront à faire au travers du grand oral. L'atelier s'articule en 3 pôles, le chant, le théâtre et le yoga. Ici, les élèves s'initient à la maîtrise du souffle et à la gestion du stress. Ces enseignements sont inédits, tout comme la situation, car ces élèves de terminale seront les premiers à passer le grand oral du bac. Il reste 6 mois à l'établissement pour les y préparer. On a décidé en début d'année avec Madame le Proviseur que, étant donné que les élèves de terminale actuels n'avaient pas bénéficié de l'expérience du baccalauréat de français à l'oral, il fallait absolument mettre en place un petit dispositif de début d'année pour qu'ils soient à l'aise à l'oral. Donc l'idée est venue dès le début de l'année et elle se réalise maintenant. Le dispositif s'intitule Souffle, voix, posture. 3 éléments qui peuvent être travaillés par le théâtre. Plus précisément ici, il s'agit de théâtre d'improvisation. L'exercice très libre consiste à incarner un rôle d'élève ou de professeur avec pour thème justement le grand oral. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le grand oral? Non. Et vous êtes... On en a appris un peu. Qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de l'année? Rien. C'est super important. Il y a un très gros goef. Il faut commencer à bosser. C'est quoi votre spécialité? Les élèves se prennent au jeu, acceptent d'être confrontés au regard des autres. Ce qui n'est pas toujours facile. À cet âge, les élèves ne sont pas égaux dans le fait de parler en public. Ça dépend vraiment des profils. J'ai certains amis qui sont complètement à l'aise avec ça, qui comprennent même pas pourquoi ça en gêne certains. Et il y en a certains qui ne peuvent juste pas. Ça bloque, il y a une grosse boule de stress qui n'arrive pas à se détacher d'eux. Et je pense que ça va en handicaper certains le jour de l'examen du grand oral. Et c'est pour ça que certains ateliers comme celui-là, ça peut aider. Et c'est une grande aide. Cette aide m'a aidé. C'est une chose qui m'a fait découvrir
une personnalité de moi-même dont je n'avais pas la connaissance. Et donc ça m'a vraiment permis de pouvoir m'ouvrir pour le grand oral, avoir une plus grande élocution et pouvoir bien parler ouvertement aux personnes que je connais ou bien non. Prochain entraînement pour les terminales du Condorcet, les épreuves blanches qui devraient se dérouler au mois de mars. Chaque année, en France, environ 400 000 bicyclettes sont volées, des chiffres qui risquent d'augmenter quand on voit que le marché du vélo a explosé en 2020. Il a connu un succès phénoménal après le premier confinement, à tel point que les vendeurs de deux roues étaient en pénurie. Alors pour éviter l'augmentation des vols, l'immatriculation de son vélo lors de l'achat est obligatoire depuis le 1er janvier. David Orès et Marie-Morgane Lorenz sont à Sarralbe pour nous en dire plus. Salut David. Salut Margot, effectivement nous sommes à Sarralbe, nous avons rencontré Bruno Gézel, gérant du magasin Haut de Roue. C'est dans son atelier qu'il réalise les marquages des vélos, il utilise un procédé chimique, vous verrez les images tout à l'heure. Cette mesure sert bien sûr à lutter contre les vols de deux roues qui sont malheureusement très récurrents. Le marquage existait déjà avant, mais ce n'était pas obligatoire. Actuellement cette règle concerne uniquement les vélos neufs, mais cela ne va pas durer. À partir du 1er juillet, elle concernera également les vélos d'occasion et sera rétroactive. Toute personne possédant un vélo devra donc le faire marqué. Seuls les vélos à petite roulette ne sont pas concernés, étant considérés comme des jouets. Au final, cette mesure est plutôt une bonne chose. Je te propose qu'on se rende à Sarreguemines chez Sarbike Véloland qui nous explique le bien fondé de cette nouvelle mesure. Un reportage de Thomas Drouin. Ne vous fiez pas à cette image, nous sommes bien dans un magasin de vélos, mais tout ceci ne sont pas à vendre, puisque déjà vendus. C'est un des effets du confinement, un boom des ventes qui impose parfois plusieurs mois d'attente avant de recevoir son précieux deux roues. C'est dans ce contexte qu'est appliquée cette nouvelle obligation de marquage des vélos neufs, mais déjà auparavant, il pouvait être réalisé. Souvent, moi qui est un très gros revendeur de vélos électriques, les clients sont souvent des clients d'un certain âge. Donc souvent ces clients-là ont connu par le passé le gravage des vélos. Donc nous demandons toujours le marquage du vélo. En 2020, nous avons fait quasiment plus de 800 vélos chez Véloland à Sarreguemines. Sur les 800 vélos, nous avons effectué 140 marquages qui n'étaient pas encore obligatoires. S'il est devenu obligatoire, c'est aussi pour répondre à une triste réalité. Nombre des vélos volés sont retrouvés, mais sans possibilité d'identifier leur propriétaire. Pour se rendre compte de cette situation, il suffit de se rendre par exemple sur la page Vélo trouvé de nos voisins strasbourgeois. Y défilent les photos des vélos en recherche de propriétaires. Il y en a actuellement 184. Le vélo sera vraiment identifié à la personne. Donc pareil, quand il y aura une vente, donc il faudra modifier toutes ces données pour qu'il y ait toujours une traçabilité, comme une carte grise. Et je trouve que c'est vraiment important de mettre ça, vu le nombre de vélos volés qu'il y a actuellement en France. Et ça permettra de retrouver des vélos où, moi j'ai déjà eu le cas avec des clients qui avaient gravé leur vélo l'année dernière, leur vélo électrique, et grâce à ça, on avait pu le retrouver dans un département voisin. Attention toutefois, ce marquage a un coût, 30 à 50 € à ajouter à son budget d'achat de vélo, même si le marquage peut parfois être offert par le vendeur en geste commercial. Aux cyclistes français de prendre désormais l'aspiration de ses condisciples danois ou de certaines régions allemandes qui appliquent déjà cette mesure. Sur les bases des vélos. Et pour savoir comment se déroule ce fameux marquage, direction Sarralbe, David a rencontré Bruno Gézel, le gérant du magasin Haut de Roue. Bruno, bonjour. Bonjour David. Nous sommes dans l'atelier de votre magasin, c'est donc ici qu'on procède au fameux marquage des deux roues. Quel procédé on peut utiliser pour marquer son vélo aujourd'hui? Donc il existe 3 gros procédés, nous on n'en a retenu que un, pour la simple raison que les autres ne sont pas conformes aux fabricants. Donc nous on a pris le système Recobike qui en fait c'est une pastille qu'on vient coller sur le vélo avec une résine donc, qui va se sceller chimiquement sur le vélo et qui est indécelable par après. Quelles sont les étapes justement de ce marquage? Comment ça fonctionne? Donc les étapes, on commence par coller un pochoir pour savoir exactement l'emplacement qu'on a choisi. On va gratter légèrement la peinture pour arriver sur la sous-couche. Donc là, on va mettre donc notre autocollant, donc notre résine, et il va être scellé par une résine chimique qui va être introduite dans une canule jusqu'à ce qu'elle sorte de l'autre canule.
Et après, il y a aussi une partie administrative. Donc la partie administrative est relativement simple chez nous, contrairement aux autres principes. Le client reçoit un petit cartonnet avec donc la procédure qui est expliquée en 3 temps, 4 mouvements. Il suffit de créer un compte, un mot de passe, nom, prénom, adresse. Il donne la couleur du vélo, la marque du vélo et il introduit le numéro qui est donc sur cette pastille qu'on vient de sceller. En tout, combien de temps ça dure ? Nous, pour le marquage, on a approximativement 10 minutes. Le client chez lui à la maison, en 5 minutes, en 3 clics, c'est fait. Et bien sûr, combien ça coûte ? Alors le prix, c'est 29,90 € TTC. Donc, il faut savoir que ça va directement à l'organisme Recobike. Et puis nous, on a un tout petit rémunèrement là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut renouveler ? C'est valable combien de temps ? Alors, le marquage reste à vie, puisqu'on c'est indécelable. On le paye qu'une fois. À partir du moment où on revend son vélo d'occasion, on va de nouveau sur le site pour décocher le vélo, pour que la partie donc, qui va racheter votre vélo puisse de nouveau s'enregistrer avec le même code. Merci beaucoup Bruno. Merci à toi David. Maintenant, vous savez tout sur le marquage des vélos. Il ne nous reste plus qu'à prendre rendez-vous en boutique. Oui, et d'ailleurs, notez que si vous avez prévu d'acheter un vélo, il faudra attendre plusieurs mois, voire une année, avant d'être livré selon les modèles. Après la pub, on ira voir comment se passe la rentrée de la nouvelle promotion d'apiculteurs à Eschwiller et on verra de magnifiques images du domaine skiable de la Moselaine à Gérardmer. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai fait un mini bonhomme de neige. Et oui, il n'avait pas neigé assez pour que j'en fasse un plus grand. Mais d'ailleurs, petit ou grand, savez-vous depuis quand on fait des bonhommes de neige ? Les premiers écrits qui attestent de leur existence datent du XVIe siècle chez Shakespeare, puis on le retrouve dans un recueil de comptines en 1770. Et ce n'est que bien plus tard, au XXe siècle, que le bonhomme de neige tel qu'on le connaît est associé aux fêtes de fin d'année. Mais malheureusement, comme les châteaux de sable, les bonhommes de neige appartiennent à la catégorie de l'art éphémère. Et aucune chance qu'ils tiennent jusqu'à demain avec des températures qui remontent jusqu'à 9 à 12 degrés en journée. Mais les précipitations continuent de tomber sous forme de pluie. Les averses seront soutenues jusqu'en milieu d'après-midi. Elles finissent par s'arrêter en soirée et des rafales de vent allant jusqu'à 65 km/h sont également attendues. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Thomas et il fera jour de 8h07 à 17h21. Bon moi je vais profiter encore un petit peu de mon bonhomme de neige. Passez tous encore une belle journée enneigée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Contrairement à un simple turban que souvent les dames mettent, là elles retrouvent un peu une allure et puis leur style en fait, grâce aux cheveux. On a toujours une petite broche avec. La personne, elle peut vraiment créer son modèle comme elle veut, le rendre un peu plus personnel. Toutes les prothèses capillaires, elles sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale. Et puis, c'est un produit français. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Les apiculteurs de l'AEDAE, l'Association européenne de développement apicole et écologique à Eschwiller, organisent chaque année des sessions de formation. En 2020, malgré la Covid-19 qui a touché certains apiculteurs, elle avait pu être menée jusqu'au bout. Samedi matin, une nouvelle promotion de stagiaires a démarré avec un protocole strict. C'est un reportage de Catherine Henrich. Et puis vous lavez les mains après, quand vous avez fini les gars. Branle-bas à Eschwiller, la salle solaire du moulin doit être mise en place pour accueillir la nouvelle formation des apiculteurs. Pour recevoir les stagiaires dans les meilleures conditions, il faut un protocole strict. 11, 12, 13, 14, parfait. C'est parfait. Bien espacé, vous gardez bien les espaces.
Dans la salle, les tables ont laissé place aux chaises placées à bonne distance les unes des autres. À l'entrée, chacun est tenu de porter son masque, de se laver les mains et de se soumettre à la prise de température. 36,5. C'est bon. Tiens, le DVD à 35, c'est 36,2. Cette année, la formation des apiculteurs rassemble 28 stagiaires qu'il était impossible d'installer dans la même salle. Ils ont donc été répartis en 2 groupes de 14 pour une demi-journée chacun. Et comme cette salle est une salle qui est utilisée par d'autres associations, il faut qu'on la libère à chaque fois et qu'on range de nouveau cette salle. D'accord ? Et ce protocole devra être appliqué pour les sessions suivantes. 10 demi-journées de formation, soit 40 heures pour chaque stagiaire, et le double pour les formateurs. Avec la fermeture des remontées mécaniques, l'auberge de Grouvelin, située au sommet du domaine skiable de la Moselaine à Gérardmer, se retrouve presque coupée du monde. Les gérants proposent des repas à emporter aux randonneurs qui profitent de l'enneigement exceptionnel. Reportage d'Aurélie Colombel et Anne Didier. Au pied de la station de la Moselaine à Gérardmer, le parking est plein comme un jour de vacances de février. Ces touristes d'un jour sont venus pour elle, cette neige exceptionnelle. On arrivait juste pour le week-end pour profiter un petit peu de l'enneigement. Il a neigé hier après-midi, donc il y a une petite couche de fraîche, elle est excellente. Voilà, il y a beaucoup plus de monde que ce qu'on pensait, mais c'est parce que je pense que les skieurs alpins, ils sont dans notre domaine. Nous qui skions en skate depuis des années. Voilà, donc c'est il y a des voitures partout, c'est très dense pour un week-end normal, mais c'est du bonheur et puis les gens sont de bonne humeur, ça fait du bien. La vue sur ce paysage époustouflant se mérite. Les sapins poudrés offrent un panorama qui donne du courage aux randonneurs. 1h30 plus tard, les voici à 1050 mètres d'altitude. L'auberge de Grouvelin, protocole sanitaire oblige, propose ses plats montagnards à emporter. Une tartiflette, une soupe et un vin chaud rouge et un blanc. Le principal, c'est qu'on ait pu trouver à manger chaud pour couper un peu notre balade et puis voilà, c'est parfait. C'est tant pis si on peut pas être à l'intérieur, on fait comme on peut quoi. Il fait pourtant moins 10 degrés ce dimanche midi. Le restaurant est fermé aux visiteurs. Grâce au four en cuisine, il fait 8 degrés. Une économie de chauffage pour ces gérants qui font à peine 10% des couverts habituels. On s'en sort pas, on s'occupe. On s'occupe parce qu'il faut bien faire quelque chose de ses 10 doigts et si on ne veut pas s'ennuyer à mourir pendant toutes ces semaines, il faut bien faire quelque chose. En janvier d'habitude, l'auberge est ouverte tous les jours. Cette année, avec les téléskis fermés, le couple a décidé d'ouvrir uniquement les week-ends. Une vie au jour le jour. Au deuxième confinement, ils ont perdu l'équivalent de 13 000 € de marchandises dans les réfrigérateurs. On a une motoneige, on fait les allers-retours avec la marchandise. Comme on n'a aucune visibilité, on va faire les courses très régulièrement plutôt qu'avoir des grosses livraisons. Donc c'est un petit peu tous les jours. On attend de savoir quelle sera la météo, comment ça va se passer. Une vie en autarcie pour ce couple qui habite sur place. 2 employés sont en chômage partiel. L'hébergement aussi est fermé, trop compliqué d'accès pour les touristes et pas rentable. Mais l'esprit montagnard les aide à résister. Moi, je suis une optimiste née. Donc le moral, je l'aurai quoi qu'il arrive. Parce qu'on ne peut pas habiter ici et travailler ici sans avoir le moral. Ça n'existe pas. Mais l'inquiétude est palpable. L'aide liée au fonds de solidarité promise par le gouvernement, pouvant atteindre 10 000 €, ne leur a pas encore été versée, ni l'allocation pour le chômage partiel. Je peux être le porte-parole de tous les hôteliers restaurateurs, c'est très compliqué. Très compliqué. Pour tout le monde. Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Et bon, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais en tout cas, on sait qu'on ne peut pas fonctionner. Et donc, est-ce que demain, on sera encore là ? Un espoir suspendu aux annonces gouvernementales. 3e confinement, pleine ouverture des stations pour les vacances ou années blanches. Derrière les masques obligatoires sur tout le domaine, les sourires sont crispés. Voilà pour l'actualité. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Claude Cunat, vice-président du conseil départemental de la Moselle. Il est l'invité de Julia Bitran. Très bonne journée à tous. Bonjour à tous et bonjour à vous Jean-Claude Cunat et bonne année. Bonjour Julia, merci, bonne année de même et puis à l'équipe.
Merci beaucoup. Alors je vais commencer par vous poser ma traditionnelle question que je vous pose chaque année. Ça pourrait devenir une blague, si ce n'est que ce n'est pas drôle. La déviation sud de Sarreguemines pour désengorger la route de Nancy, est-ce que vous y croyez encore? Vous reprenez peut-être mon intervention d'ailleurs que j'avais faite lors de la première réunion de concertation sur le projet REC, il y a de cela une quinzaine de jours. La question a été posée, elle a été posée par un personnel présent dans la salle. Il m'a semblé que le département se devait d'y répondre. J'ai fourni une réponse. Alors je peux la résumer très rapidement. C'était une réponse qui était peut-être plus Il y en aura une de déviation? Bien sûr, il faut y croire. Il y aura une déviation. D'ailleurs, c'est tellement vrai que la déviation, puisqu'il y a deux déviations sur cette affaire de contournement de Sarreguemines et environ, il y a la déviation de Vousvillers et il y a celle de Sarreguemines. Celle de Vousvillers, c'est tellement vrai qu'il faut y croire, puisque pas plus tard que demain, dans le cadre du budget primitif, nous inscrivons au crédit quelques 10 millions d'euros pour le contournement qui concerne Vousvillers. Et combien de millions pour Sarreguemines? Alors évidemment, là vous prenez le problème justement là où il faut le prendre, c'est que celle de Sarreguemines, elle a un coût qui est largement supérieur puisqu'on l'évalue à 75-80 millions d'euros, parce que ce coût, il s'explique, ce surcoût, parce que ça peut paraître énorme si on compare, mais il s'explique par la nécessité de construction d'un ouvrage d'art. Il y a un dénivelé entre le niveau du Bourrols et puis l'autre côté de la Sarre qui oblige donc à des frais qui sont importants, un ouvrage d'art, un aqueduc, un viaduc plutôt, qui franchirait donc cette ligne. Donc pas tout de suite, mais on a le droit de continuer d'espérer. Il faut continuer à espérer et il faut le faire avec tous les élus du territoire et avec les partenaires, parce que le département seul ne pourra pas effectivement porter. Ça, c'est une certitude. De l'espoir, il y en a beaucoup qui en attendent, qui s'y accrochent, et en particulier dans le secteur de la culture. Je dis ça d'autant plus que vous êtes vice-président du département, délégué à la culture. Alors, avec la crise sanitaire, c'est un secteur qui est complètement à l'arrêt. Est-ce qu'il y a des mesures coup de pouce du département spécifiquement pour ce secteur ? Alors, vous dites qu'il y en a eu déjà dès cet été, puisque dans le cadre du plan d'urgence que nous avons voté, quelques 40 millions d'euros, nous avons bien sûr accordé une attention toute particulière au monde de la culture et du sport d'ailleurs. Alors, je citerai tout simplement, par exemple, il nous a fallu préparer dans l'urgence totale, d'ailleurs, c'est le mot qu'on peut utiliser, les caravanes d'été, puisqu'il faut savoir que quelques 10 communes de Moselle ont été irriguées, notamment prioritairement en territoire rural ou périurbain. Même si Sarreguemines a été bénéficiaire, la caravane d'été qui regroupait sur une journée un certain nombre d'artistes, de compagnies qui étaient toutes majoritairement mosellanes, c'était pour permettre à nos intermittents, nos artistes évidemment, de pouvoir subvenir. De manière générale, mais rapidement, pour 2021, quels sont les projets départementaux à l'échelle spécifiquement du canton de Sarreguemines ? Alors, les projets départementaux, il y a évidemment un projet qui me tient à cœur, puisque je suis aussi élu à la communauté d'agglomération, c'est le complexe sportif de la Blise. C'est un projet ambitieux, qui coûte quand même largement plus de 10 millions d'euros, sur lequel le département est sollicité, puisque le département a un nouveau dispositif d'aide au territoire. Il faut savoir que c'est quand même une enveloppe importante, dans le cadre d'Ambition Moselle. C'est le nom de ce dispositif, sur lequel le département est sollicité, et j'allais dire sollicité dans un esprit de partenariat. Il ne faut pas que ce soit une logique de guichet, il faut qu'entre l'intercommunalité, le département, le dialogue s'instaure pour évidemment faire bénéficier au maximum, j'allais dire, l'irrigation de ce territoire et puis aussi la construction d'un équipement structurant. Alors il va falloir faire des choses très vite parce que 2021 c'est aussi une année électorale, tout particulièrement pour le département. Est-ce que vous serez à nouveau candidat aux prochaines élections départementales et est-ce que ce sera à nouveau en binôme avec Evelyne Firtion ? Voilà, alors j'attendais bien sûr votre question. J'allais dire, le décret d'application du projet de loi concernant le report des élections, pour l'instant, n'est pas sorti. Donc on ne sait pas en termes de date. Il était question de reporter, c'est la proposition. Donc les prochaines. Voilà. Donc les prochaines. Vous avez cité Evelyne Firtion. C'est une élection qui se fait en binôme. Donc j'allais dire à ce jour, même si nous sommes sortants, la décision n'est pas complètement arrêtée, elle dépend de beaucoup de paramètres. Donc j'allais dire, il y aura un temps de la communication, un temps des annonces, si annonce il y a, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il faudra de toute façon, mais j'allais dire, il est un peu prématuré à mon avis pour parler élection, et je crois que nos concitoyens et vos téléspectateurs ne sont pas dans ces préoccupations immédiates compte tenu du contexte. Alors très rapidement, vous allez justement pouvoir vous adresser directement aux téléspectateurs. Qu'est-ce que vous leur souhaitez en ce début d'année ?
Alors, difficile d'être original, pardonnez-moi. Évidemment, une bonne santé, parce que je crois que c'est ce qui préoccupe tout le monde. Mais surtout, peut-être de tirer les enseignements des périodes que nous vivons pour peut-être avoir un regard intérieur, un recul sur l'événement. Et puis, je citerai, parce que j'ai trouvé là tout récemment, dans une belle carte qu'on m'a envoyée, une phrase très simple de Simone Weil, qui est une grande dame, qui disait « Aussi longtemps qu'on partage, qu'on s'écoute, on peut vivre ensemble et on peut vivre bien ». Eh bien, merci Jean-Claude Cunha d'avoir été notre invité en direct aujourd'hui. Très bonne journée à tous. À demain.